c'est aussi brutal que ça, mais c'est en même temps fondamental de comprendre que c'est en montrant votre travail que l'on va savoir ce que vous faites. Il n'y a pas de magie, il faut pratiquer. Il faut vous lancer. Je sais que ça fait peur pour certains d'entre vous qui ont la peur du regard de l'autre, mais tant qu'on ne pratique pas, on ne sait pas. Tant qu'on ne pratique pas, on ne s'améliore pas. Donc, il faut sortir de votre zone de confort et vous dire que vous devez absolument mettre un pied devant et y aller en fait. Parce que sans ça, vous allez rester cloîtré dans votre cercle et vous n'allez pas pouvoir progresser. C'est important d'être honnête et intègre quand on est dans les affaires. Je suis Daisy Portela, je suis la fondatrice et directrice générale du cabinet Expression. Je suis coach, formatrice, médiatrice professionnelle. Je suis passionnée par l'humain. Et en gros, moi, ma mission de vie, c'est de pouvoir impacter les gens grâce à la parole. Voilà. Vous travaillez sur la communication interpersonnelle. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans la vie professionnelle? Alors, la communication interpersonnelle, c'est lorsque on donne des outils relationnels à des collaborateurs pour pouvoir mieux se connaître et ensuite mieux travailler ensemble, tout simplement. Selon vous, pourquoi la communication est-elle souvent la source de nombreux conflits dans les organisations? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait, la communication, c'est vraiment la base de tout. En général, on communique comme on souhaite que l'on communique avec nous-mêmes. Alors qu'en face de nous, on a des personnes qui sont totalement différentes. Elles ont une personnalité différente. Elles ont une façon de voir les choses qui sont différentes. Et donc, la base de la communication, c'est de pouvoir communiquer avec mon interlocuteur comme lui, il souhaite que je communique avec lui. Et nous, on ne nous a pas appris ça. On nous a appris à communiquer juste d'une seule façon. Et moi, mon travail, justement, c'est de pouvoir permettre aux gens de connaître quel type de personnes ils ont en face et d'adapter leur communication, justement, à l'interlocuteur qu'ils ont en face d'eux. Beaucoup de professionnels pensent savoir communiquer. À quel moment réalise-t-on qu'il y a un véritable travail à faire sur ce sujet? Lorsqu'à chaque fois on se plaint que la personne en face de nous ne nous comprend pas. On se dit que la personne, soit elle n'est pas intelligente, soit elle ne comprend jamais. Alors que c'est pas ça. C'est juste que le langage qui a été utilisé n'est pas le bon avec l'interlocuteur que l'on a en face de nous. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître, de savoir comment nous on communique et de savoir qui est-ce qu'on a en face de nous pour pouvoir adapter la communication avec cette personne-là. Selon vous, qu'est-ce qui bloque le plus les gens lorsqu'ils doivent prendre la parole en public? La peur du regard. Et ça, c'est à 90%, c'est cette peur-là. À chaque fois que j'ai des clients en coaching ou même en formation, on me dit tout le temps la même chose. Madame, moi, je suis tétanisée par le regard des autres. Et moi, ce que je fais, c'est justement, on essaie de leur apprendre à banaliser le regard des autres et plutôt à se valoriser et se dire que ce que eux pensent d'eux-mêmes est plus important que ce que les autres vont penser d'eux. Comment développer la confiance nécessaire pour s'exprimer face à un public ou dans un cadre professionnel? Il faut s'aimer. Il faut d'abord se connaître. Il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut accepter que on peut faire des erreurs et que l'erreur, elle est humaine et qu'on peut la rattraper très facilement. Il faut aussi s'aimer dans le sens où il faut se dire que on est à notre place. Et si on est là pour présenter, par exemple, un exposé ou autre, faire une présentation devant un client, c'est qu'on le mérite en fait. Et donc à ce moment-là, dans ma pratique, on travaille beaucoup sur l'estime de soi parce que c'est vraiment la clé justement de la confiance en soi. Quel rôle joue l'intelligence émotionnelle dans la qualité des relations professionnelles? L'intelligence émotionnelle, elle est fondamentale parce que l'intelligence émotionnelle, c'est sa capacité à gérer ses émotions, mais aussi l'émotion de la personne que l'on a en face de nous. Donc, quand on a une intelligence émotionnelle très élevée, on sait comment on se sent à l'intérieur de nous, on sait
comment se sent la personne qui est en face de nous, et on va arriver à ajuster notre façon de communiquer avec cette personne-là. Donc, elle est fondamentale pour moi. Peut-on apprendre à gérer ses émotions ou est-ce que c'est quelque chose d'inné? Non, on apprend à gérer ses émotions. On apprend dès le bas âge, dépendamment en fait des parents que l'on a, de l'environnement dans lequel on grandit. Si on a des parents qui sont émotionnellement intelligents, qui ont travaillé sur leur intelligence émotionnelle, ils vont forcément l'apprendre à leurs enfants. Mais sinon, ça s'apprend. Et c'est un peu ce que je fais aussi dans mes coachings et mes formations. Moziletti, comment un leader peut-il créer un climat de communication sain? C'est en respectant la personne qu'il a en face ou alors en respectant ses collaborateurs. C'est en appliquant aussi ce qu'on appelle l'écoute active. Ce qui veut dire que quand une personne parle, on prend le temps de l'écouter et de la comprendre. On prend le temps de demander à la personne si on a bien compris son message ou pas. L'écoute active, elle est fondamentale. Le respect aussi, il est fondamental. Vous travaillez avec des managers et des dirigeants. Quelle est l'erreur de communication la plus fréquente que vous observez chez eux? C'est qu'en fait, souvent, ils ne vont pas prendre le temps de comprendre comment les collaborateurs communiquent. Ils vont communiquer de la même façon avec tous leurs collaborateurs. Alors que la clé justement de l'intelligence relationnelle, c'est de pouvoir adapter sa communication avec la personne que l'on a en face de nous. Et donc très souvent, certains managers, certains chefs d'équipe, certains dirigeants n'ont pas ce côté-là, cette intelligence relationnelle qui leur permet justement de s'adapter à leurs collaborateurs. Comment aborder une conversation difficile sans détériorer la relation? Il faut absolument être sans jugement. Souvent, on va énormément juger ce que la personne en face de nous va nous dire, surtout lorsqu'on est dans un conflit. On va penser que nous, on a raison. Alors qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a plusieurs vérités. Vous voyez, en fait, quand on est dans un conflit, chacun d'entre nous a sa part de vérité parce qu'il a un filtre en fait. Et lui, il voit la réalité, il voit la vérité selon son filtre à lui. Et la personne en face va voir la réalité, va voir la vérité selon son filtre à lui. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas être dans le jugement, mais plutôt parfois d'être dans l'acceptation de la vérité de l'autre et de pouvoir trouver en fait une entente dans ce conflit-là pour pouvoir avancer. Pensez-vous que la capacité à communiquer influence directement la réussite professionnelle? Absolument. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai souvent des cadres qui viennent vers moi et qui me disent voilà, Madame Daisy, j'aimerais que l'on m'entende maintenant. Et c'est fondamental parce que il y a justement ce phénomène de tonneau vide. Il y a des gens qui ne bossent pas ou qui ne bossent pas bien, mais qui font du bruit. Et donc, c'est eux qu'on remarque. Alors qu'il y a des gens qui bossent, qui font un excellent travail, mais qui malheureusement restent dans leur coin et ne s'exposent pas, ne font pas de bruit. Et moi, je dis souvent justement à mes clients, je leur dis, si vous ne parlez pas, on ne vous entend pas. Si vous ne vous montrez pas, on ne vous voit pas. Et donc, c'est fondamental pour justement des professionnels de pouvoir communiquer sur leur travail, sur eux-mêmes, ce qu'on appelle d'ailleurs le personal branding, pour qu'on puisse les voir et qu'on puisse voir justement l'excellent travail qu'ils font. En tant que maîtresse de cérémonie et animatrice d'événements, comment se prépare-t-on pour prendre la parole devant un public exigeant? Alors, déjà, il faut savoir que tous les publics sont exigeants en temps normal. On le prépare, on prépare les questions, on prépare le déroulé de l'événement, on s'entraîne avant et en anglais on dit practice makes it better. Donc la pratique rend en fait les choses beaucoup plus faciles. Il faut pratiquer et ça c'est la clé de tout. Souvent j'ai des personnes qui viennent me voir pour pouvoir justement apprendre à être une bonne maîtresse de cérémonie ou un bon maître de cérémonie.
Et moi, je leur dis tout le temps que je ne suis pas une magicienne, en fait. Ce que je fais, c'est que je pratique et je pratique. Et c'est tout. Et je m'assure d'avoir une bonne énergie pour que je puisse justement transmettre cette énergie-là à tout le public. Que révèle la prise de parole sur la personnalité d'un individu? Que révèle la prise de parole sur la personnalité d'un individu? Je sais pas, parce que alors on a différentes personnalités, hein, donc je pense que quand on prend la parole différemment, parce que chacun prend la parole selon sa personnalité. On va avoir des personnes qui sont très carrées, des personnes qui vont aimer un contenu très structuré. On a d'autres personnes qui vont aimer un contenu plutôt en mode storytelling, un contenu qui va être imagé. Donc je pense que quand une personne prend la parole en public, ce qu'on peut percevoir, c'est quel est le type de personnalité qu'est la personne. Beaucoup de personnes talentueuses n'osent pas s'exprimer. Comment les aider à faire entendre leur voix? Il faut leur faire comprendre que s'ils ne s'expriment pas, on ne les connaît pas et en fait, ils n'existent pas. C'est aussi brutal que ça, mais c'est en même temps fondamental de comprendre que c'est en montrant votre travail que l'on va savoir ce que vous faites. Donc, il ne faut pas hésiter. Ce que moi je fais avec justement mes clients, c'est de leur dire de travailler sur l'estime en fait de soi, pour leur dire que vous devez vous aimer, vous devez aimer le travail que vous faites, et ensuite le vendre pour qu'on puisse savoir qui vous êtes, tout simplement. Vous êtes entrepreneur et mère. Comment faisiez-vous l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? C'est vachement difficile. C'est vachement difficile. Je pense pas qu'il y ait un équilibre en fait. Vous voyez, je suis ici en ce moment au Congo avec vous, mais ça fait 2 semaines que j'ai laissé mon fils. C'est vrai que tout le monde me dit qu'il est grand parce qu'il a 16 ans cette année, mais quand même, ça reste un enfant. Et c'est compliqué de pouvoir jongler les deux. Je pense pas qu'il y ait vraiment un équilibre. On fait ce qu'on a à faire. On s'assure que l'enfant aussi grandisse assez rapidement, qu'il devienne mature assez rapidement pour pouvoir aussi gérer certaines situations quand le parent n'est pas là. Parce que en plus d'être mère, je suis mère monoparentale. Donc ça veut dire que j'élève mon fils tout seul ici. Selon vous, quelle posture un entrepreneur doit-il développer pour aspirer qu'en France? Il doit être authentique. L'authenticité, c'est fondamental. Si vous n'êtes pas authentique, on va le savoir. Ça se ressent très rapidement. Si vous êtes faux dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer, dans ce que vous allez mettre de l'avant, à un moment donné, la réalité va vous rattraper. Donc, je pense que c'est important d'avoir une posture d'authenticité et aussi, c'est important que les gens aient confiance en vous. Parce que dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, la confiance, elle est fondamentale. C'est vraiment la base de tout échange commercial, en fait. Que manque-t-il aujourd'hui aux jeunes professionnels pour mieux se positionner dans leur carrière? Alors, qu'est-ce qu'il manque? C'est peut-être juste d'oser prendre des risques, d'oser saisir les opportunités qu'on va leur offrir, ou alors oser sortir de leur zone de confort. J'ai beaucoup de jeunes collaborateurs qui restent à leur place en fait. Et moi, ça me dérange parce qu'ils sont bons, ils sont excellents. Et en fait, souvent, quand vous restez à votre place, on vous laisse à votre place. À un moment donné, c'est à vous de prendre votre responsabilité et de vous dire je pense que j'ai fait tant d'années sur ce poste-là, je pense que j'ai acquis une bonne expertise et il est temps pour moi maintenant d'aller de l'avant et de me vendre ailleurs ou alors de me vendre dans la même boîte, mais d'avoir un poste à responsabilité. Il ne faut pas avoir peur d'oser, il ne faut pas avoir peur de demander. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort pour pouvoir voir quelles sont les opportunités qu'il y a à l'extérieur de ce que je fais. Si vous deviez donner 3 conseils simples pour améliorer sa communication, lesquels seraient-ce? C'est d'avoir confiance en soi, premièrement.
de s'assurer de connaître son interlocuteur. Si vous devez parler devant une pléthore de personnes, c'est de vous assurer que vous avez vraiment un texte qui est bien structuré. Et structuré, ça veut dire un texte qui est simple et clair à comprendre. Et puis l'autre chose, c'est d'avoir une très bonne énergie, parce qu'en fait, quand on se tient devant une personne, la première des choses que l'on va ressentir, c'est l'énergie de la personne. Et donc, quand on a une bonne énergie, tout de suite, ça a un impact sur les personnes à qui on doit parler. Quel rôle la communication peut-elle jouer dans le développement des organisations africaines? La communication interpersonnelle, c'est un outil stratégique parce que quand des personnes, des collaborateurs arrivent à communiquer de façon efficace, ça va permettre à une entreprise de vraiment diminuer les conflits qu'il peut y avoir à l'interne. Ça va fluidifier justement la communication entre les collaborateurs et ça va apporter un environnement qui soit beaucoup plus paisible et qui soit beaucoup plus propice à augmenter en fait les performances. Donc c'est vraiment important. Quelle est la leçon la plus importante que votre parcours international vous a appris? C'est qu'il faut oser dans la vie. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne votre place. Il faut aller la chercher en fait. Ça, c'est la première leçon. Je vais en citer peut-être 2 ou 3 parce que j'en ai 2 ou 3 qui sont importantes selon moi. La deuxième des choses, c'est la confiance. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est important d'être honnête et intègre quand on est dans les affaires. Les gens doivent avoir confiance en vous. Ils doivent savoir que quand ils font appel, par exemple, à Daisy Portela, eh bien, ils sont sûrs que Daisy Portela va, en anglais, on dit deliver, mais va s'assurer que le travail qu'elle doit faire, il est excellent. Donc, c'est important d'être bon dans son travail, d'être authentique et puis voilà. Peut-on réellement parler de leadership sans maîtriser la communication? Alors, ça c'est une bonne question. Je ne pense pas parce qu'en fait, être un leader, c'est aussi avoir la capacité d'impacter et de rassembler les gens que l'on a autour de soi. Et comment on rassemble des gens que l'on a autour de soi? C'est à travers la communication. On ne peut pas être un leader et être dans son coin et travailler seul. On a besoin justement de communiquer et d'avoir un impact sur la vie des gens pour pouvoir justement voir les gens autour de nous s'améliorer et grandir. Donc la communication pour un leader est très très importante. Dans une entreprise, quel impact compterait une mauvaise communication peut-elle avoir sur la performance? Alors, une mauvaise communication peut détruire en fait des équipes. Une mauvaise communication va entraîner des conflits à l'intérieur d'une équipe. Une mauvaise communication va emmener un certain mal-être entre collaborateurs. Ça va emmener aussi un esprit de méfiance, un esprit de peur. Et c'est pour ça que c'est fondamental de pouvoir travailler sur une communication positive au sein de son entreprise. Selon vous, pourquoi les entreprises investissent-elles encore trop peu dans la formation à la communication? Parce que je pense que la communication, c'est ce qu'on appelle le soft skills. Donc, c'est en fait une compétence douce. Beaucoup de personnes ne vont pas voir l'importance de la communication parce que ce n'est pas tangible. On va s'intéresser seulement à ce qui est tangible, ce qu'on peut mesurer. Alors que investir dans la communication, on ne mesure pas forcément facilement le côté positif d'une bonne communication. Et c'est pour ça que je pense que les entreprises ont encore du mal à comprendre l'importance et ont du mal à investir justement dans les formations autour de la communication. Dans vos accompagnements, quel est le premier déclic que vivent les personnes qui travaillent sur leur communication? Alors, dans mon accompagnement, j'ai créé donc tout un parcours qui s'appelle le parcours CAME. Le C, c'est pour la connaissance de soi. Le A, c'est pour l'acceptation de soi. Le M, c'est pour la maîtrise des techniques. Et puis le E, c'est pour l'expression de soi. Donc, le premier déclic, c'est lorsqu'on travaille sur justement la connaissance de soi. Qui je suis? Quel est mon type de communication? Comment est-ce que les gens me perçoivent lorsque je communique? Je fais passer plusieurs tests, donc le test DISC, le test d'intelligence émotionnelle, le test d'assertivité. Et grâce aux résultats de tous ces tests-là, ça me permet de dresser vraiment un portrait du style de communication de la personne.
Et à ce moment-là, quand je partage les résultats, en général, les clients, les coachés sont bluffés par la pertinence et la justesse justement des résultats. Et à ce moment-là, ils ont un déclic, ils comprennent finalement pourquoi ils sont comme ils sont. Et ça leur permet finalement de s'accepter et d'être beaucoup plus à l'aise avec leur style de communication. Comment mesure-t-on l'efficacité d'une formation en communication dans une organisation? Comment on mesure l'efficacité? Ça se mesure à travers justement je pense l'atmosphère qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Quand on a une entreprise où il y a une atmosphère qui est assez positive, où les gens ont le droit de s'exprimer sans avoir peur d'être blâmés, d'être condamnés, ou alors avoir peur qu'on les dénonce, je pense que déjà là, on peut voir un peu comment est-ce que justement une bonne communication va impacter une entreprise et comment est-ce qu'on peut la mesurer. Quelles sont les compétences relationnelles qu'un manager devrait absolument développer aujourd'hui? Les compétences relationnelles, il devrait déjà savoir, lui, quel est son type de communication. Il doit savoir comment lui communique, il doit apprendre quel est le type de communication de ses collaborateurs. Et comment il fait ça? C'est justement en faisant certains tests de personnalité pour comprendre qui est-ce qu'il a dans son équipe et comment mieux communiquer avec certains d'entre eux. Ensuite, il doit développer l'écoute active. Il doit s'assurer que lorsqu'il fait passer un message, que les collaborateurs ont compris le message qu'il a fait passer, en justement demandant aux gens de répéter à leur façon ce qu'ils ont compris. Et l'autre chose, en termes d'écoute active, c'est de vraiment prêter attention à ce que les collaborateurs vont dire. Beaucoup de jeunes diplômés ont des connaissances techniques solides mais peinent à se positionner. Comment expliquez-vous ce décalage? Je pense qu'ils peinent à se positionner parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce dont les entreprises ont besoin, pardon. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire entre le fait de travailler sur des compétences techniques quand on est à l'université et la réalité du terrain. Il y a vraiment un gros gap entre l'école, l'université et ce que le marché va demander. Et souvent, on retrouve donc des étudiants qui sont bons sur le plan technique et qui ne savent pas comment se vendre, qui ne savent pas comment vendre justement toute la technicité qu'ils ont acquise lorsqu'ils étaient à l'université, parce qu'en fait, le besoin du marché va être totalement différent. Donc, comment ils font justement pour pouvoir mettre de l'avant ce qu'ils ont appris? Je pense que c'est là que se trouve la problématique. Selon vous, qu'est-ce qui distingue une formation qui transforme réellement les participants d'une formation sans théorie? Je pense que c'est le fait de savoir qui on est et c'est travailler sur la confiance en soi. Très souvent, je vois qu'il y a un déclic, comme je vous ai dit auparavant, lorsqu'on fait la première partie du processus CAM, c'est-à-dire la connaissance de soi. Et après, quand on travaille sur les croyances limitantes que l'on a, donc les croyances limitantes, c'est lorsqu'on pense qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas faire, que la réussite n'est pas faite pour nous. On a toutes ces pensées limitantes-là dans la tête. Et en fait, quand on commence à travailler sur ces pensées limitantes, ça nous permet d'améliorer aussi notre confiance en soi. Et à ce moment-là, je peux voir qu'il y a un déclic justement chez les participants où ils réalisent que souvent, ils se sont auto-sabotés eux-mêmes et que très souvent, ce sont leurs croyances limitantes qui ne leur ont pas permis de pouvoir mieux s'exprimer ou de pouvoir justement atteindre leurs objectifs. Donc, la connaissance de soi, travailler sur les croyances limitantes et développer sa confiance en soi. Comment aider quelqu'un à passer de la connaissance à la mise en pratique? Comment aider quelqu'un de passer de la connaissance à la mise en pratique? Eh bien, la personne doit pratiquer. Il n'y a pas de magie. Il faut pratiquer. Il faut vous lancer. Je sais que ça fait peur pour certains d'entre vous qui ont la peur du regard de l'autre, mais tant qu'on ne pratique pas, on ne sait pas. Tant qu'on ne pratique pas, on ne s'améliore pas. Donc, il faut sortir de votre zone de confort et vous dire que vous devez absolument mettre un pied devant et y aller en fait. Parce que sans ça, vous allez rester
cloîtré dans votre cercle et vous n'allez pas pouvoir progresser. Aujourd'hui, de plus en plus de professionnels investissent dans les coachings. À quel moment devient-il pertinent de se faire accompagner? Je pense qu'il est pertinent de se faire accompagner à tout moment dans sa carrière parce que on a... Pause. C'est bon? Bon? Ok. Ah, ça tourne. Après, vous allez améliorer. Ok. C'est bon. Je répète la question. Non, j'ai un... j'ai un blocage. Vas-y, répète. Aujourd'hui, de plus en plus de professionnels investissent dans le coaching. Mhm. À quel moment devient-il pertinent de se faire accompagner? Ok. Alors, c'est pertinent de se faire accompagner quand on débute sa carrière parce que très souvent, quand on sort de l'université, on est un peu perdu. On ne sait pas trop vers quel type de boulot est-ce qu'on veut se tourner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le marché du travail peut proposer différents emplois et des emplois qui sont différents de ce que vous avez étudié. Parce qu'il y a encore une fois, il y a la réalité du marché et il y a ce qu'on étudie. Donc, je pense que c'est important de se faire accompagner au début de sa carrière. C'est important de se faire accompagner aussi quand on décide de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher un poste qui est supérieur. À ce moment-là, on va travailler en fait les croyances limitantes de la personne et on va travailler sa confiance en soi pour qu'elle puisse élargir justement sa zone de risque et qu'elle puisse faire le pas pour aller saisir les opportunités qui sont devant elle. Comment un entrepreneur peut-il utiliser la communication comme levier pour développer son activité? Alors, comment est-ce qu'il peut l'utiliser? C'est vraiment, déjà, c'est fondamental pour un entrepreneur d'utiliser la communication comme un levier. Et ce qu'il doit faire, c'est vraiment de travailler sur sa diction, travailler sur son authenticité lorsqu'il parle, travailler aussi sur le fait de pouvoir toucher les émotions en fait des clients. Parce qu'en fait, je dis toujours que on communique avec le cœur, on ne communique pas avec la tête. Quand on veut toucher quelqu'un, eh bien, on le touche au niveau du cœur, on le touche au niveau de ses émotions. Et donc, un entrepreneur doit absolument maîtriser la communication émotionnelle, l'intelligence émotionnelle pour pouvoir en faire un levier dans sa stratégie en tant qu'entrepreneur. Selon vous, pourquoi certaines organisations peinent-elles à instaurer une communication transparente? Ah, bonne question, parce qu'on a encore des entreprises qui ont un modèle de management un peu tyrannique, on va dire, un modèle de management très toxique et qui fonctionne encore en oubliant que au centre d'une entreprise, on a des êtres humains en fait, et les êtres humains sont composés d'émotions. Et malheureusement, ils utilisent des techniques de brimade qui font qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui craquent, qui font des burn-out parce que justement, ils ne supportent plus les environnements toxiques. Et pour certaines entreprises, certains managers, c'est la seule façon qu'ils ont appris en fait à pouvoir manager. Et c'est pour ça qu'ils continuent d'utiliser ce type de management et de communication. Comment préparer un leader à prendre la parole dans des contextes stratégiques et médiatiques? Alors, c'est déjà avec ce leader-là, on va travailler un peu sur le type de personne qu'il est, ensuite le type de message qu'il souhaiterait faire passer et surtout un peu son personal branding. Qu'est-ce qu'il voudrait que l'on puisse à chaque fois retenir de lui lorsqu'il apparaît, lorsqu'il parle, lorsqu'il est dans des événements. Donc, c'est vraiment de comprendre sa stratégie en termes de personal branding et ensuite, c'est d'adapter la communication par rapport à ce qu'il aimerait projeter. Pensez-vous que l'on sous-estime encore l'importance de la posture dans le monde professionnel? Oui, surtout chez nous, malheureusement en Afrique, on sous-estime énormément parce que très souvent, ce que je vois, c'est que on a des personnes qui ont justement une posture qui emmène les gens à les suivre de façon naturelle. Et il y en a d'autres qui sont très bons, mais qui n'adoptent pas cette posture-là, qui vont rester dans leur coin.
Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, si chacun comprenait que la posture était fondamentale dans la communication ou bien même dans sa vie professionnelle, je pense qu'à ce moment-là, il travaillerait là-dessus. Mais pour moi, la posture, elle est fondamentale. Que peut faire un manager lorsqu'il sent que la communication est bloquée au sein de son équipe? Alors, c'est de les réunir tout simplement et de comprendre où est-ce qu'il y a un malaise, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment d'avoir une communication assez franche avec ses équipes et lui-même de rester très humain parce que très souvent, ce qu'on constate, c'est que les collaborateurs vont penser que le manager, il est supérieur, alors que c'est pas vrai, un manager reste humain. Et donc, c'est important pour celui-ci de rester humain, de ne pas avoir la posture de supériorité vis-à-vis de ses collaborateurs, mais plutôt à ce moment-là d'être égal à égal avec les collaborateurs et de poser des questions sur les difficultés de communication. Pourquoi certains d'entre eux ont du mal à venir le voir ou alors ont du mal à communiquer entre eux? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage au niveau de la communication? Donc, c'est vraiment d'ouvrir le champ de la communication dans les entreprises et permettre aux gens de se libérer et de dire exactement ce qu'ils pensent sans avoir peur d'être blâmés. Dans un environnement africain en pleine transformation, quelles compétences humaines deviendront les plus importantes dans les années à venir? Je pense que les compétences humaines, ça va être l'empathie, la compréhension de l'autre, la communication, ouais. L'empathie parce que les gens de plus en plus ont besoin de sentir qu'on les comprend. Je vous donne un exemple. J'étais dernièrement dans une entreprise de la place où j'ai fait une formation. Et on est au mois de mars justement, et donc j'ai fait une formation avec des femmes. Alors, au départ, elles se regardaient, elles se comprenaient pas forcément toutes. Et en fait, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de se connaître et de comprendre l'autre, sans juger en fait la personne que l'on a en face de nous. J'ai beaucoup travaillé sur l'empathie avec ces personnes-là, parce que je leur ai dit que chacun d'entre nous, en fait, d'abord est humain, ensuite a des émotions, et vient au travail avec peut-être une charge émotionnelle qui est importante et que personne ne sait. Certains d'entre nous viennent au travail alors que derrière, la nuit a été compliquée pour eux, un enfant, peut-être un de leurs enfants a été malade, peut-être qu'il y a une dispute avec madame, peut-être qu'il y a un parent qui est malade, peut-être qu'il y a des problèmes d'argent, et en fait, ils viennent au travail avec tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Et on va leur demander de prétendre être heureux et de prétendre faire le travail de façon performante, alors que c'est pas possible et c'est pas vrai. Mais quand on arrive justement à être empathique et à comprendre la personne qui est en face de nous, eh bien, ça crée des liens qui sont beaucoup plus authentiques et ça crée ensuite une atmosphère beaucoup plus saine où les gens auront confiance les uns avec les autres. L'estime de soi s'avérait être la clé de presque tout ce que vous avez dit. Oui. Ouais. Est-ce que les préjugés font partie de l'accomplissement de cette estime? Est-ce que les préjugés font partie de quoi? L'accomplissement de cette estime de soi. C'est-à-dire? On doit dire qu'avant d'avoir l'estime de... Je n'ai pas l'estime de soi. Ok. Je pense. D'accord. Je me considère comme quelqu'un qui n'a pas l'estime de soi. D'accord. Et j'aimerais avoir cette estime-là. D'accord. À entendre des préjugés, ça peut être négatif, tout comme positif. Oui. Est-ce que ces préjugés-là ont un impact en fait sur l'estime de soi? Oui, forcément, les préjugés vont avoir un impact sur l'estime que l'on va avoir de nous-mêmes parce qu'en fait, les préjugés vont nous dire qui nous sommes aux yeux des autres. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est la valeur que l'on va que l'on va avoir de soi-même. L'estime de soi, c'est lorsqu'on sait que le regard de l'autre n'est pas plus important que l'amour ou que le regard que je me porte. L'estime de soi, c'est lorsque je sais que des personnes vont avoir des préjugés sur moi, mais que ça ne va pas avoir un impact en fait sur ma personne. Parce que en fait, je sais qui je suis, je connais ma valeur et je m'aime assez pour me dire que peu importe ce que les gens vont penser de moi, moi, je m'aime. Et le plus important, c'est ce que je pense de moi, c'est le chemin que j'aimerais prendre dans ma vie, même si les autres vont me juger par rapport à mes choix et à mes décisions.
Donc, forcément que les préjugés vont avoir un impact sur l'estime que l'on a de nous-mêmes. Il faut travailler cette estime de soi. Elle est fondamentale parce qu'en fait, l'estime de soi va nous permettre d'avoir une meilleure confiance en nous. Et la confiance en nous va nous permettre de pouvoir agir et sortir de notre zone de confort. Et donc, forcément, d'avoir une vie qui va être plus alignée avec qui nous sommes. Voilà. C'est bon? C'est le truc. Comme bonus, un conseil. J'ai tellement de conseils. J'ai tellement de conseils à donner. Ok, je vais dire quelque chose. Alors, peut-être un conseil, un ou deux conseils que je pourrais donner, c'est vous devez vous aimer. En fait, dans la vie, tout commence par l'estime de soi, l'amour de soi. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut travailler sur soi. Il faut être aligné avec soi pour pouvoir ensuite avancer sur ses objectifs. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas qui on est, quand on ne s'aime pas, forcément, on n'aura pas une vie qui va être alignée avec nos objectifs. Et en fait, on va tourner un peu en rond dans notre vie. Et je le vois avec beaucoup de collaborateurs, de cadres, de clients qui avancent dans la vie, en fait, pas sans objectif, mais avec des mauvais objectifs. Et à un moment donné, ils se réveillent et ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont à ce niveau-là dans leur vie? Ils commencent à avoir en fait une mise en question de tous les choix qu'ils ont eu à faire. Mais si à la base, ils avaient travaillé sur eux, c'est-à-dire travaillé sur la connaissance de soi, sur l'estime de soi, etc., ils auraient pris des décisions qui allaient être complètement alignées avec qui ils sont. Mais c'est pas trop tard, on peut toujours le faire. Donc surtout, n'hésitez pas à un moment donné de votre vie de vous poser la question, mais qui je suis réellement? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes compétences? Est-ce que je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de continuer comme ça ou alors j'ai envie qu'il y ait des changements? Et qu'est-ce que c'est que ces changements-là? Et pourquoi je veux continuer comme ça? C'est vraiment se poser des questions fondamentales sur notre personne, sur notre vie pour pouvoir ensuite l'ajuster et l'adapter et avancer sur notre chemin de vie. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est l'empathie, la gentillesse. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez d'être hautain. L'empathie, ça vous permet de vous connecter vraiment avec les gens. Et quand vous connectez avec les gens s'ouvrent à vous, ça vous ouvre des portes de façon tellement naturelle qu'en fait, ça devient une richesse. Donc, il faut vraiment développer ce côté d'intelligence émotionnelle, ce côté d'intelligence relationnelle. Il faut développer cette empathie-là pour que vous puissiez justement connecter facilement avec les gens et avoir une vie meilleure, avoir des personnes autour de vous qui soient bienveillantes et avec qui vous allez vous entendre. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est oser. Ne restez pas à votre place. Sortez de votre zone de confort. Faites des choses qui sont difficiles. Faites des choses où vous vous dites « je peux pas ». Faites ces choses-là en fait. Allez-y, avancez. Ne restez pas bloqué toujours au même niveau, au même endroit. Ne vous contentez pas seulement de ce qu'on vous donne. Parce qu'en fait, quand on vous a créé avec un potentiel qui est illimité. Illimité, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous pouvez faire tout ce que votre esprit imagine. Si vous décidez demain de construire la Tour Eiffel, vous pouvez construire la Tour Eiffel. Peut-être pas seul, mais vous allez vous entourer des meilleures personnes pour pouvoir le faire. Si vous avez décidé, je sais pas moi, d'acquérir un poste qui est supérieur à vos compétences, vous pouvez le faire. Mais ne restez pas à votre place. N'attendez pas au fait qu'on vous donne la place. Osez, lancez-vous, allez-y. Et vous allez voir que la vie, elle est meilleure de l'autre côté de la peur. Voilà. Alors, quel type de questions est-ce qu'on doit se poser pour découvrir qui on est réellement? Déjà, la première question à se poser, c'est qui je suis? Qui je suis? C'est-à-dire, si on enlève mon titre, si on enlève mon nom,
mon prénom, mon nom de famille, si on m'enlève de ma position dans la fratrie, si je ne suis pas l'enfant de mes parents et qu'en fait, je suis moi, c'est-à-dire cet humain-là, qui je suis. Qui je suis. Parce que très souvent, on va se définir en fonction de notre famille, on va se définir en fonction de notre titre, on va se définir en fonction de notre âge. Mais quand on enlève toutes ces considérations-là, qui est-ce que vous êtes? Comment on peut le savoir? Vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Quelles sont les valeurs qui vont régir en fait votre vie? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est l'amitié? Quelles sont les valeurs qui régissent votre vie? L'autre chose à se poser, c'est quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis en fait sur cette terre? Pourquoi est-ce que je me retrouve ici, sur cette terre, parmi d'autres humains? Quelle est ma mission de vie? Quel est l'impact que je dois avoir dans ce monde? En se posant ces questions-là, on commence à se dire, ok, moi voilà ce que j'aime. Voilà ce que je n'aime pas. Voilà ce que j'aimerais qu'on retienne de moi le jour où je ferme les yeux. Voilà ce que je veux incarner en tant que personne. Voilà ce que je veux que les gens se souviennent les gens se rappellent de qui j'étais. Et c'est toutes ces questions qui vont commencer à vous donner une idée de qui vous êtes, de la personne que vous êtes, de ce que vous faites sur cette terre, de l'objectif de votre vie, etc., etc. Donc voilà un peu. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, allez-y. Je fais du coaching ici. Non, il n'y a pas de problème, allez-y, c'est bon. Mais une personne qui a été dans ça, moi, c'est Oui, malsain. Et que là, il a subi certaines critiques et certaines obligations. Oui. Et qu'il a développé un combat. Oui. Genre comme en autodéfense. Oui. Genre, il y a autant, Oui. soit violent, Oui. sans le faire d'esprit, mais c'est juste. Genre encore, voilà, les pénis, le dit. Oui. Le il y a comme un réflexe automatique, c'est la personne. Oui. Dès que vous faites par rapport à la personne, il ne se porte pas. Et Les mots. quand on le parle avec, dans soit avec quelqu'un qui est étranger. C'est ça. Et donc, cette personne-là peut faire, Oui. soit pour guérir, soit pour prendre la tête. Alors, c'est de comprendre un peu d'où vient ce comportement-là. D'où vient le fait que vous réagissez de cette façon. Pourquoi je dis ça? Parce que... non, je vais recommencer. Ta question, c'est quand tu viens d'un environnement qui a été nocif pour toi et que tu as en fait adopté une attitude d'autoprotection, en fait, c'est ça? Ta question, c'est comment... C'est quoi ta question? Comment est-ce cette personne pour guérir? Pour guérir. Comment guérir? Ok. C'est une très bonne question parce que moi, j'enseigne aussi dans une université de la place. Et cette année, j'ai eu affaire justement à des étudiants qui ont grandi et qui sont toujours dans des environnements qui sont toxiques. Alors, ce qu'on a travaillé avec eux déjà, c'est... on a travaillé un peu sur l'estime de soi. On a travaillé sur l'amour qu'ils avaient d'eux-mêmes. Si ton parent te dit que tu n'es pas assez intelligent, la question à te poser, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai quand on te dit que tu n'es pas capable? Est-ce que c'est vrai quand on te dit que tu n'es pas intelligent? Est-ce que c'est vrai quand on te dit que tu ne vas jamais réussir? Ok? Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est vrai, ces croyances limitantes-là? Parce que quand on est enfant et qu'on nous dit de façon répétée qu'on ne peut pas, qu'on ne va pas réussir, on finit par le croire. Donc on va travailler sur la déconstruction de ces croyances limitantes-là en se posant la question, est-ce que c'est vrai? Et en trouvant des exemples en fait dans notre vie qui nous permettent de dire finalement ce que la personne dit de moi, c'est pas vrai. Parce que si la personne dit que je ne vais jamais réussir, ben là, moi j'ai déjà réussi à faire ça. Même les plus petites réussites sont des réussites. J'ai déjà réussi à faire ça. J'ai déjà réussi, quand on m'a donné une tâche à faire, j'ai réussi à le faire. Donc quand une personne me dit que je vais jamais réussir, c'est faux, c'est pas vrai. Donc on commence à déconstruire ces pensées-là.
On travaille encore une fois sur l'estime de soi, sur l'amour que l'on a de soi. Et ensuite, on va essayer de visualiser qui est-ce qu'on veut être plus tard. On nous a dit qu'on n'était pas fait pour réussir. On a grandi dans un milieu nocif qui nous a dit que on n'était pas assez intelligent. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que je dois croire ça? Et qu'est-ce que ça fait si je crois le contraire? Qu'est-ce que ça fait si je m'autorise à rêver de la réussite? Qu'est-ce que ça fait si je me dis que finalement, je peux y arriver? Finalement, je suis autant intelligent que les autres. Et donc, on va commencer à changer et à transformer ces croyances limitantes-là. Et on va commencer à avoir une vision de la vie que l'on souhaite avoir. Et petit à petit, étape par étape, on va travailler sur cette vision-là. Donc, on va carrément se projeter dans cette nouvelle vie-là pour que justement la personne qui a grandi dans un milieu malheureusement toxique puisse voir qu'il a l'option d'avoir une vie qui soit meilleure. Et comment est-ce qu'on construit une vie qui est meilleure? C'est justement en travaillant sur l'estime de soi, en détruisant la croyance que l'on a justement de tout ce qu'on nous a dit et les blessures que l'on reçoit, avec le temps et l'amour que l'on se porte, elles vont petit à petit diminuer et partir. Mais il y a surtout une chose, c'est le pardon. C'est de pouvoir à un moment donné dire « je pardonne à ceux qui m'ont dit que je n'étais rien, que j'allais pas réussir dans la vie, que j'étais un échec ». C'est vraiment de pardonner à ces personnes-là et de se dire maintenant, je prends la décision de pouvoir créer la vie que je veux. Peu importe les obstacles et les challenges, je prends la décision de le faire parce que c'est ma vie et je suis responsable de ma vie. Personne d'autre n'est responsable de ma vie et de mon bonheur. Voilà. D'autres questions? Ah, vous le regardez, ça veut dire que lui, on dirait qu'il a un travail. Ah, il s'appelle Bonheur. Bonheur, je crois que toi et moi, hein, il y a un truc qui est en train de se passer là.